Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour ce chaos global à distance, puisque Édouard est en déplacement cette semaine. Oups. Donc, on va faire ce chaos global en visio. On va parler essentiellement du gouvernement Barnier et de la vassalisation de la France par les États-Unis, notamment par l'intermédiaire de ce gouvernement Barnier. Donc ne nous quittez pas tout de suite, vous allez avoir le détail de l'influence américaine qui se répercute dans ce gouvernement. Auparavant, je voulais donc vous faire un petit point, puisque nous ferons mercredi une émission avec Thierry Messant en principe, et Thierry Messant sera seul avec moi. Nous la ferons en format vidéo, et nous avons décidé, à l'issue de l'expérimentation d'il y a 10 jours, de couper la poire en deux, et donc de faire une émission traditionnelle d'interview de Thierry Messant en face à face, comme on le faisait jusqu'ici. Et on va par ailleurs faire une émission à 3 qui sera un podcast avec Édouard Husson et le camarade Messant. Simplement, on ne la fera pas cette semaine, on la fera a priori la semaine suivante, mais j'ai pas encore cadré le calendrier. Je remets mon micro en place, j'ai pas encore cadré le calendrier avec Thierry Messant, mais on va s'en entretenir aujourd'hui, je pense. Et l'idée sera de faire des podcasts d'une heure, peut-être 1h30 avec Thierry Messant et Édouard Husson, sur des thèmes ciblés et moins une analyse géopolitique comme je la fais tous les 15 jours avec Thierry Messant. Donc l'analyse sera, le premier numéro, on l'avait dit, sera consacré à la trilatérale et au rôle de la trilatérale dans la diplomatie internationale, voilà, et dans la géopolitique mondiale aujourd'hui, et dans le rôle de l'Occident. Voilà, c'était la page de pub. Puis j'en profite pour dire, on fait pas mal d'articles évidemment sur le gouvernement Barnier, sur ce que nous en pensons. Vous savez, vous l'avez lu, j'ai des divergences d'appréciation sur le bonhomme Barnier avec Édouard Husson, qui est plus barniériste que moi. Et donc c'est l'occasion d'avoir des débats sur quel est le sens de la logique de Michel Barnier. Je le redis, puisque j'entame quand même une grande campagne de moralisation. Hein. Je crois qu'il faut savoir... Et oui, moi aussi je sais faire ça, monsieur Husson. Ça devient inquiétant, hein, docteur. Je vais aller passer un scanner parce que je dois être malade. Et donc, je redis aux gens, toute structure humaine amène forcément des débats, des divergences d'opinion, des désaccords. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur tout qu'on doit se détester ni refuser de se parler. Donc Édouard et moi, nous avons, et d'autres acteurs du courrier, si j'ose dire, j'ai interviewé longuement Yves-Marie Adeline ce week-end sur l'économie encadrée. Je ne partage pas sa vision du monde, mais c'est important que chacun puisse s'exprimer et que vous puissiez voir que les débats, c'est pas forcément les foires d'empoigne chez Hanouna. Voilà. Ne pas être d'accord ou débattre, ce n'est pas se taper dessus en disant « t'es un con ». Les débats, c'est être capable d'argumenter et d'expliquer ces divergences d'opinion. C'est propre à toute structure humaine, et ce qui me paraît inquiétant, c'est que nous sommes dans une société qui tolère de moins en moins le débat, la divergence d'opinion, la nuance. Eh bien, nous, au courrier, nous faisons le choix de sacrifier de l'audience pour parler avec nuance de choses. J'ai interviewé Piero San Giorgio sur Israël. Il a eu un discours anti-israélien, mais nuancé, et j'ai été frappé de voir le nombre de commentateurs, souvent avec des pseudonymes maghrébins ou arabes, faire preuve d'une haine totalement démente. Et je le redis, d'abord, je supprime ces commentaires haineux, et deux, il est attristant de voir le nombre de cons qu'on trouve sur YouTube. Et quand je dis ça, je ne vise pas tous les auditeurs, parce qu'ils me disent « Ah, vous nous traitez de cons ». Non, ceux qui sont intelligents ne se sentent pas visés par ma critique, mais ceux qui m'ont expliqué que Piero San Giorgio était un horrible défenseur d'Israël, alors que c'était pas le cas, et que en gros c'était immonde, et que, enfin, des mots extrêmement violents. Quand vous faites ça, je le redis, ça fait peine à voir, et je censure systématiquement ces commentaires intolérants. Hein. Je le redis, des divergences d'appréciation, oui, des
des argumentations, oui, des expressions de haine parce qu'on n'est pas d'accord avec la personne, ça n'est pas possible. Bon, voilà, c'était ma minute curée, mon homélie, mais c'est vraiment, je trouve qu'il y a une montée de la haine qui est relativement usante et qui nous pousse à faire du payant parce que les intolérants, c'est insupportable et je le redis, si vous voulez continuer à avoir des contenus gratuits, eh bien, faites la police dans les rangs et interdisez collectivement ces espèces de pruriténeux dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, surtout. Voilà. Bref, on va parler de notre camarade Michel Barnier, puisqu'il a sorti son gouvernement. Je viens de faire un long tunnel, Édouard, donc je te passe la parole. Qu'est-ce que tu veux nous dire de la nomination du gouvernement Barnier? Alors, effectivement, tu as indiqué que j'étais plus barniériste que toi, donc je vais tâcher de tenir mon rôle. Malgré tout, je vais commencer avec un peu d'étonnement parce que on a un gouvernement qui est celui, je pense que Michel Barnier aurait pu composer s'il avait été élu président de la République ou faire composer par un Premier ministre. Et en particulier, on a des personnalités qui s'assument comme de droite. Je pense à Patrick Hetzel, par exemple, ministre de l'Enseignement supérieur, et quelques autres. Et on se dit, mais c'est quand même totalement surréaliste, effectivement, qu'on ait eu une dissolution, une victoire en termes de voix du Rassemblement national, une avance en termes de sièges du nouveau Front populaire, et finalement une influence, une surinfluence des républicains et des républicains de droite, j'allais dire, dans le gouvernement Barnier. C'est assez cocasse à observer, ce qui montre bien comme notre vie politique est devenue folle et comme on ne sait plus où se trouve la légitimité. Sur le fond, on peut quand même constater, et on va parler des personnalités, parce que ce que je voudrais, c'est qu'on parle de l'influence américaine, de la vassalisation de la France par les États-Unis à l'occasion de ce gouvernement Barnier. Je voudrais qu'on montre comment ce gouvernement est au fond verrouillé par les États-Unis. Et évidemment, personne n'a évoqué ces sujets. Parce que dans la presse subventionnée, le cartel de la presse subventionnée passe totalement sous silence cette question. Et c'est frappant de voir que, au fond, les élections législatives ont quand même assuré une victoire, une majorité des forces plutôt souverainistes et des forces plutôt anti-mondialistes. Et en fait, ce gouvernement est verrouillé par les mondialistes de droite, si j'ose dire, les néoconservateurs, on va y venir. Mais avant d'en parler, ça m'intéresserait quand même qu'on analyse 3 minutes la difficulté que Michel Barnier a eu à constituer son gouvernement, qui, moi, me paraît plutôt mauvais signe parce que ça annonce aussi son extrême fragilité et le fait qu'il pourrait très bien ne pas être investi. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien, le jour de sa déclaration de politique générale qui aura lieu le 1er octobre, il pourrait être censuré c'est-à-dire la semaine prochaine, il pourrait être d'ores et déjà censuré et tomber avant même d'avoir pu exister d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu une opposition claire de la gauche qu'on va qualifier de social-démocrate pour rejoindre le gouvernement Barnier, ce qui fait que les seuls socialistes qu'il y a dans le gouvernement, ce sont des gens qui ont été au PS et qui sont passés chez Macron. Il y a eu effectivement, de ce fait, une tendance de Barnier à aller chercher les gens là où il les connaissait, là où il les trouvait, en particulier des LR bien enracinés en province, on va dire, et il n'y a pas eu de personnalité, même un Michel Cazeneuve qui a refusé de rejoindre. Alors, Bernard. Moi je comprends bien. Pardon, Bernard Cazeneuve, oui, lapsus. Je comprends bien le petit jeu du Parlement qui se dit précisément, qui joue ce que tu dis, Eric, c'est-à-dire et s'il n'avait pas l'investiture le 1er octobre, ou bien s'il tombait au moment du débat sur le budget, évidemment.
Ce petit jeu-là, je comprends aussi que les uns et les autres se disent on va créer une espèce de chaos politique, puisqu'après tout, Macron ne peut pas dissoudre avant le mois de septembre prochain, en pratique. Donc, pourquoi ne pas créer une situation totalement invivable et qui fait qu'il n'aura pas d'autre choix que de démissionner? Ça rejoint la question de la destitution de Macron d'une autre manière. Donc, je comprends ce jeu-là. Et effectivement, Barnier à la fois est tel que on le connaît et qu'on lui trouve des qualités ou pas, tel qu'il aurait pu être s'il avait été président de la République, sauf que il est dans une situation inédite. C'est même pas une cohabitation comme sous Mitterrand ou sous Chirac, puisqu'il n'y a pas de majorité derrière Barnier. Donc c'est une situation tout à fait inédite. Alors, pour en venir à notre sujet de fond, qui est l'influence des États-Unis dans le gouvernement actuel, ce que je voudrais, c'est qu'on liste les personnalités et leur rôle qui vont être les relais de Washington dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Mais est-ce qu'on peut commencer par redire le rôle particulier de Barnier? J'ai dans un article expliqué qu'au fond, la nomination de Barnier, c'était déjà l'arrivée de la Troïka européenne, parce que Barnier est l'homme de la Commission, est un réseau, semble-t-il, extrêmement développé encore aujourd'hui au sein de la Commission européenne. On a vu que Ursula von der Leyen, de façon extravagante, a obtenu la tête de Thierry Breton et son remplacement par un personnage très falot, proche de Macron pour des raisons au moins aussi personnelles que politiques, qui est Stéphane Séjourné, qui a fait piètre impression en France lorsqu'il a été nommé ministre des Affaires étrangères, et c'était même, je pense que Emmanuel Macron lui-même a dû quand même passer un certain nombre de mauvais moments en voyant le pitoyable niveau où Stéphane Séjourné... C'est une série de litotes. Pitoyable niveau où Stéphane Séjourné mettait la diplomatie française. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un équilibre différent, puisque au fond nous n'aurons plus vraiment de commissaire européen avec une vraie influence. On va avoir un montage, une marionnette, et on a un homme de la Commission à la tête du gouvernement français. Et ça, c'est quand même impressionnant. Est-ce que tu es d'accord quand même, Édouard, pour dire que Barnier, il s'affiche comme un conservateur français, bon teint, LR, républicain, tradition gaulliste, mais au fond, c'est l'homme de la Commission européenne? Alors, je suis d'accord de deux manières. Il y a la première, c'est que Barnier a été impressionné par la négociation du Brexit qu'il a menée à bien, et il a vu comment le thème de l'immigration avait été décisif chez les Britanniques pour déclencher le vote du Brexit. Et donc, lorsqu'il a pensé être candidat à la présidentielle en France en 2022, il a fait de l'immigration et de ce qu'il appelait un moratoire pour la France sur les questions d'immigration au sein de l'UE son cheval de bataille. Alors, ça nous indique un Barnier qui est l'homme de la Commission, mais qui en même temps voudrait que la France ne rejette pas l'Union européenne. C'était ça son raisonnement. Et donc, il allait aider la France, mais en imposant à l'Union européenne des modifications de comportement. Donc ça, c'était un Barnier possible. Sauf que Barnier, là, il n'est pas président de la République, avec toute la légitimité que lui aurait donné le suffrage universel. Il est Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et donc, ça change la donne. Et ça change la donne dans la mesure où ce qui ressort de plus en plus, ça va être son rôle, comme tu dis, d'homme de la Commission, et finalement son rôle d'intermédiaire pour essayer de faire que la Commission ne s'en prenne pas trop durement à la France, mais en même temps, il sera obligé de dire aux Français, vous êtes obligés de faire ceci, ceci, cela pour respecter les critères de Maastricht. Je sais de quoi je parle. Et c'est là qu'on entre dans quelque chose de dangereux, effectivement, que tu désignes, d'autant plus que la classe politique, à commencer par François Hollande, ancien président, qui aurait pu faire preuve d'un peu plus d'astuce, n'a absolument pas joué le jeu d'une espèce de front républicain qui aurait pu se constituer autour de Barnier.
et qui aurait pu, d'une certaine manière, l'empêcher d'être complètement l'homme de la Commission, lui rappeler qu'il était un Français enraciné localement. J'espère que je suis clair dans ce que je vais expliquer, mais comme le système politique n'a pas joué le jeu, finalement, c'est pour ça que j'ai titré mon article de vendredi, Barnier va-t-il être tout simplement un syndic de faillite? Effectivement, c'est peut-être le rôle auquel il va être réduit. Mais sur le fond, ça répond quand même chez lui, l'europhilie, le racinement de la France, non pas vers le bas, mais vers le haut, si j'ose dire, vers le module spatial Union européenne, ça répond chez lui quand même à une conviction, à une vision profonde, c'est-à-dire qu'il est quand même issu de cette classe sociale, classe politique, cette caste, comme je dis souvent, qui est convaincue que la France, en tant qu'État-nation, n'a plus d'avenir et qu'elle ne peut plus exister et avoir de poids que dans la Commission européenne, sachant que à une époque, c'est vrai, la Commission européenne était un peu l'émanation de la France, jusque dans les années 60, mais cette réalité a beaucoup changé, et cette caste, au fond, n'en a pas pris acte et continue à fantasmer une Europe où, toi, tu as, comme moi, travaillé dans l'administration, Édouard, et donc tu te souviens que quand on voulait se débarrasser de quelqu'un un peu sensible, mais qui ne donnait pas satisfaction, on disait « Ah, il y a peut-être un poste à l'Union européenne pour lui ». Et donc, c'est un peu ce qu'on a fait avec ces journées. C'est-à-dire, et ça, c'est quand même... Alors que les Anglais, alors que les Allemands investissent massivement la Commission pour y être influents, nous vivons encore sous la domination d'une caste qui considère que la France est par nature puissante et influente au sein de l'Union, et que donc, au fond, on peut y envoyer les nuls, les ratés, les bras cassés. C'est pas très grave parce que nous serons toujours influents quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on arrive dans cette situation paradoxale où la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne, mais où l'anglais est resté la langue de travail de l'Union européenne. Alors, je crois, une nuance, puisqu'on a dit qu'on apportait quelques nuances, une nuance sur Barnier. Barnier, c'est quelqu'un que l'on sous-estimait à Paris parce qu'il n'avait pas les réflexes du Parisien, on va dire, et on lui a proposé Bruxelles, un peu dans l'esprit que tu dis. La première fois que Chirac l'envoie comme commissaire, c'est dans cet esprit-là, c'est-à-dire pour dire, bon, allez, on lui donne ça, il est bien gentil, et ça lui va, il n'a rien à faire à Paris. Mais ce qui fait que la grande différence entre Barnier et Macron, c'est que Barnier, lui, connaît la France. Il connaît la Savoie, il connaît les Français, mais il est anachronique parce que la vision qu'il a lui-même, comme tu disais, du rôle de la France dans les institutions européennes et même du fonctionnement, paradoxalement, du fonctionnement de l'Union européenne, elle est ancrée dans les grands mythes des années 60. Barnier, il a fait la campagne de Gaulle en 65, il a été élu député sous Giscard, il a été commissaire européen sous Chirac. Et donc, c'est cette idée que la France pèse encore énormément en Europe. Et donc, voilà les nuances que je mettrais. Sur le fond, je suis bien d'accord, mais les nuances que je mettrais, c'est qu'on a l'anachronisme d'un homme qui vit encore dans l'idée que c'est l'Europe du général de Gaulle et du chancelier Adenauer. Alors, il n'y a pas que Michel Barnier dont on a beaucoup parlé, il y a un certain nombre de personnalités dans ce gouvernement qui posent un certain nombre de questions. Alors, la plus caricaturale sans doute, c'est celle du nouveau ministre de l'Europe sur laquelle à propos duquel tu m'as interpellé hier d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce ministre des Affaires européennes qui est en fait, peu de Français le savent, mais le ministre des Affaires européennes, en réalité, son métier est très particulier. Ce ministre est une sorte de super ambassadeur auprès de la Commission européenne et auprès de l'exécutif européen au sens large. C'est ce ministre des Affaires européennes qui est chargé de définir toutes les positions de la France sur tous les dossiers européens qui passent. Il y en a énormément qu'on ne voit jamais.
Ces dossiers sont généralement traités par ce qu'on appelle le Coreper, c'est-à-dire le comité des représentants des États membres, qui est en fait le comité des ambassadeurs de chaque État membre auprès de l'Union. Ce Coreper se réunit sous différents formats, affaires étrangères, affaires économiques, etc., une fois par semaine à Bruxelles. C'est là que se prennent les vraies décisions, en réalité. Et le ministre des Affaires européennes est au fond le ministre de ce Coreper, en lien avec une institution que peu de Français connaissent, mais qui est là aussi essentielle, qui est le secrétariat général aux affaires européennes, qui, dans la pratique, va voir toutes les directions des administrations centrales de l'État pour définir les positions sur tous les sujets techniques, agriculture, éducation, économie, écologie. Toutes les positions défendues au sein de l'Union européenne sont préparées par les ministères et coordonnées par ce secrétariat général aux affaires européennes en lien avec le ministre des Affaires européennes. Donc c'est à la fois un poste très technique, exigeant techniquement, mais c'est aussi un poste essentiel politiquement parce que c'est ce qui fait l'essentiel des lois en France, puisqu'une fois que les directives sont prises, on les retranspose en droit français. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de la personnalité du nouveau ministre des Affaires européennes? Alors, je crois que tu avais fait un article dans le Courrier il y a quelque temps. On le connaît d'abord comme un atlantiste. Benjamin Haddad, on n'a pas dit Benjamin Haddad, oui. Benjamin Haddad. On connaît Benjamin Haddad comme un atlantiste pur jus, qui a en particulier touché des émoluments conséquent du Hudson Institute pour une mission d'enseignement qu'il avait à Georgetown, si mes souvenirs sont exacts. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas quelqu'un qui va nous réconcilier avec la Russie, ni qui va nous permettre d'avoir une position tempérée concernant le conflit israélo-palestinien. Alors, on fait dans la litote aujourd'hui, donc j'essaye de cultiver le genre. Lâche-toi, ça va te faire du bien. Voilà. Donc, je vais traduire ce que tu viens de dire. Donc, il est fondamentalement l'homme des néoconservateurs qui ont porté sa carrière, qui l'ont payé. Voilà. Et donc, de deux choses l'une, soit Michel Barnier le met là parce qu'il préfère l'avoir dedans que dehors, mais ça va quand même poser un sérieux problème qui est celui de la position de la France dans les conflits actuels et des conflits dont on voit bien qu'ils deviennent de plus en plus dangereux. On en a parlé les semaines précédentes. Et soit Barnier se dit qu'il y a un seul sujet pour lui, c'est la question du déficit français et d'éviter que la France se fasse mettre au banc de l'Europe et que le reste, il le laisse à son ministre des Affaires européennes. Mais dans les deux cas, ça me paraît effectivement un choix extrêmement curieux parce que effectivement, si Barnier se souvenait de l'Europe européenne du général de Gaulle, puisque le de Gaulle lui reste cher, là, on ne peut pas dire que Benjamin Haddad travaille à une Europe européenne. Concrètement, ça signifie quand même que la France va continuer à défendre des positions très dures sur la guerre en Ukraine, des positions très dures sur la guerre. Enfin, aujourd'hui, on peut dire que l'Union européenne comme la France sont absentes du conflit israélo-palestinien, puisque nous ne sommes plus sollicités, nous n'apparaissons plus. Macron avait annulé une visite au Liban qui aurait dû servir à apaiser. Donc nous sommes retirés de ces affaires et nous soutenons aveuglément aujourd'hui la politique de Netanyahou, pour aller vite. En tout cas, on n'y fait pas barrage et on ne l'empêche pas de massacrer notamment des enfants, des civils à Gaza. Est-ce que ça signifie que l'arrivée de Benjamin Haddad au ministère des Affaires européennes permet de verrouiller toute forme d'évolution de la position française sur ces dossiers? Alors, c'est difficile à dire parce que le premier personnage qui compte, c'est quand même le président de la République. On va être dans une situation où il reste un domaine réservé. On a vu que sur la question du commissaire européen, c'est Macron qui finalement était à la manœuvre et qui a imposé ses journées. Donc,
c'est difficile de dire qu'un ministre et même le Premier ministre aura son mot à dire là-dessus. Alors Macron, n'étant pas une contradiction près, sur la Russie, il vient de dire qu'il va falloir quand même trouver les moyens d'une entente avec la Russie d'une manière ou d'une autre. Donc un tête à queue à nouveau. Tout ça est bien confus, mais pensons à ce qui se passe aux États-Unis où les choses sont très très confuses parce que Joe Biden n'est pas capable de présider et parce que Kamala Harris ne fait pas l'affaire en politique étrangère. On sait que ça permet aux néoconservateurs de pousser leurs pions. Donc on peut imaginer un Benjamin Haddad qui profite d'une forme d'indécision au sommet de l'État ou de contradiction au sommet de l'État pour faire avancer des dossiers qu'il aura bien préparés. En tout cas, voilà, le signal est quand même assez clair. Il a été relevé par personne, c'est-à-dire que personne ne s'offusque de voir quelqu'un qui a travaillé directement aux États-Unis dans le monde néoconservateur. Personne ne s'offusque de le voir intervenir, doté d'un pouvoir, d'une autorité ministérielle dans un gouvernement. C'est assez frappant quand même, puisqu'on se souvient que Sylvie Goulard avait été retoquée comme commissaire française dans la précédente commission, notamment pour ses liens financiers avec des think tanks américains, où on avait dit mais c'est compliqué d'avoir un commissaire européen qui soit directement directement l'obligé du deep state américain. Là, plus personne n'en parle et ça ne gêne plus personne. Et visiblement, Ursula von der Leyen a rempli son rôle qui était celui d'atlantiser encore plus la politique européenne. Et on sait qu'Ursula von der Leyen, c'est une atlantiste qui est devenue d'ailleurs fanatique au fur et à mesure que les décennies passaient. Et aujourd'hui, elle est la femme de Washington dans les institutions européennes, très clairement. Donc, effectivement, ça sera agréable pour elle d'échanger avec Haddad. Et ces journées étant effectivement faisant figure de paltoquet, j'espère que c'est pas une incitation à je ne sais quoi de dire ça, mais il n'est pas très impressionnant comme ministre des Affaires étrangères, il nous a pas impressionné. Peut-être qu'on le sous-estime. En tout cas, ça veut dire qu'Haddad aura beaucoup d'influence. Voilà, peut-être. Mais ça veut dire qu'Haddad aura beaucoup d'influence. Il sera d'une façon ou d'une autre dans la galaxie de Jean-Noël Barrot, qui va être le nouveau ministre des Affaires étrangères. Qui est une personnalité au fond assez mal connue, puisque ça a été un jeune député MoDem. Donc il fait partie de la galaxie centriste, c'est pas directement un macroniste, mais quand même on le confond un peu dans le paysage. Il a été ministre du numérique, ce que personne n'a vu passer. En tout cas, personne ne l'a vraiment calculé à ce moment-là. Mais c'était lui qui a, d'une façon ou d'une autre, fait passer un certain nombre de dispositions crapuleuses en droit français sur la censure sur les réseaux sociaux sous des motifs divers et variés. C'est sous son ministère qu'on avait évoqué à un moment donné la possibilité d'interdire l'utilisation des VPN, qui, pour les auditeurs qui découvrent ce que sont les VPN, sont des outils qui permettent de contourner les censures sur Internet. Pour aller vite, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, de fait, il avait bloqué cet amendement qui était porté par un député ex-McKinsey, mais Jean-Noël Barrot, c'est cette espèce de nouvelle élite qui sort des écoles de commerce, qui est dans le monde de l'ingénierie, de la technologie, et il sera parfaitement en phase avec le Digital Services Act, il a été imposé par la Commission européenne. Donc on voit bien que là encore, c'est une personnalité qui est à la fois très liée au sujet mondialiste et en même temps sur des lignes très orthodoxes en matière de néoconservatisme. Et il n'y a rien à ajouter, sauf que son directeur de cabinet, si mes informations sont exactes, Aurélien Le Chevalier, est quelqu'un qui est aussi très enraciné de l'autre côté de l'Atlantique, puisque
c'est quelqu'un qui a quand même dans son parcours quelque chose d'extraordinaire. Il a été détaché 2 ans au département d'État américain avant de devenir, de travailler à l'ambassade de France à Washington. Je trouve ça quand même tout à fait extraordinaire parce qu'il a été premier secrétaire à l'ambassade après avoir travaillé de mémoire, c'est vers 2008-2009, 2 ans au State Department. Donc effectivement, là aussi, on voit qu'il y a un verrouillage et cela augure mal d'une diplomatie indépendante. Alors on peut redire que le directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères donc, est forcément en lien direct avec l'Élysée puisque a priori la politique étrangère est un domaine réservé du président de la République. On ne redira pas combien Macron est lié aux intérêts américains, on l'a vu à l'occasion du dossier Alstom. Mais au fond, le directeur du cabinet du ministre, autant le ministre des Affaires étrangères est au fond parfois un figurant, certains ministres des Affaires étrangères ont été des figurants, autant le directeur de cabinet est le gardien de but essentiel, c'est-à-dire que techniquement, on a besoin de lui, on a besoin de ses arbitrages, les directions du Quai d'Orsay ont besoin des arbitrages du directeur du cabinet au jour le jour pour pouvoir prendre des positions un peu partout et envoyer des télégrammes diplomatiques pour donner des ordres aux ambassadeurs qui représentent la France. Et c'est peut-être l'occasion d'expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des rouages gouvernementaux que le directeur de cabinet, il a 2 occasions d'être influent vis-à-vis de ses collègues. C'est d'une part lorsqu'il est en réunion interministérielle ou s'il envoie quelqu'un en réunion interministérielle, mais il contrôle ça de très près. Et puis l'autre occasion, c'est d'autant plus marqué depuis Sarkozy, et c'est les réunions régulières, souvent hebdomadaires, avec le conseiller élyséen qui s'occupe du domaine et le conseiller de Matignon. Donc on a en fait, il faut bien comprendre dans tout ce qu'on dit et tout ce qu'on essaie d'expliquer que ces nominations-là ne sont pas anodines parce que les ministres les ministres sont jamais totalement en silo. Une fois qu'ils ont été nommés, c'est pas comme des coureurs dans un couloir. Non, ils interagissent les uns avec les autres. Ils ont à tenir compte de ce que leur dit Matignon, mais ils ont aussi à savoir ce qui se passe à l'Élysée. Et là, d'autant plus que Macron et Barnier ne sont pas tout à fait de la même chapelle au sens politicien du terme et que certains vont considérer qu'ils sont en cohabitation. Alors, il y a une troisième personnalité que je voulais qu'on évoque, c'est celle du ministre de l'économie, monsieur Armand, qui n'est pas directement dans le domaine réservé du président de la République, sauf que la remise en ordre des finances publiques, vœu pieux, qui va nous occuper un certain nombre d'années encore, cette remise en ordre des finances publiques pour répondre aux critères de Maastricht, donc pour répondre à nos engagements européens, cette remise en ordre va être confiée donc à ce ministre Armand. C'est lui qui va porter les dossiers de finances publiques et donc de désendettement du pays devant la Commission européenne et qui va devoir les négocier avec cette commission. Donc il a un rôle important pour le respect des engagements européens de la France. Et on découvre là aussi que ce jeune député, inspecteur général des finances, qui a fait partie des dernières promotions de l'ENA, où l'ENA s'appelait encore l'ENA, donc les dernières promotions avant la disparition, l'extinction des feux, si j'ose dire, par Emmanuel Macron. Cet inspecteur des finances qui est d'ailleurs député, si je ne m'abuse, de Haute-Savoie, et donc proche de l'univers Barnier, d'une certaine façon. Ce député est le petit-fils du premier directeur général d'Euratom. C'est-à-dire que là, on a des dynasties europhiles qui sont arrivées au pouvoir et qui ont une vision du monde qui est que la France doit être parfaitement intégrée à l'Union européenne et doit être une bonne élève de l'Union européenne. Donc là aussi, on a à Bercy l'arrivée de quelqu'un qui va faire le service après-vente de l'Union européenne et
d'une façon ou d'une autre, qui est quand même très lié à l'influence américaine. C'est-à-dire que Armand fait partie de cette génération qui ne peut pas imaginer que la France puisse reprendre la ligne neutre, on va dire ça comme ça, du général de Gaulle. Oui, alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'étant l'héritier que tu dis, d'après ce que je lis, d'après ce que j'ai pu comprendre du rapport qu'il a publié, il plaide pour le nucléaire et donc pour de nouveaux investissements dans le nucléaire civil en France. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que il serait en mesure de mettre un terme à certaines folies, effectivement, qu'on a essayé d'imposer à la France au nom de l'européanisation. Pour autant, on comprend bien le mécanisme. D'abord, effectivement, l'horizon est européen, c'est-à-dire que, imaginons que demain la France, ça soit l'intérêt de la France, d'ailleurs, c'est sans doute même aujourd'hui, de se relancer beaucoup plus vite que les autres en termes de nucléaire civil. C'est pas un monsieur Armand qui va aider à ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va être très dépendant aussi des débats aux États-Unis. Alors on voit bien qu'aux États-Unis, il y a un retour en faveur du nucléaire civil, d'autant plus que on comprend que les Russes et les Chinois ont pris une avance considérable et sont en train de gagner la plupart des marchés dans les pays dits émergents ou en développement, qui veulent du nucléaire civil. Mais on voit bien que si tant est que Armand veuille aller dans la direction de plus de nucléaire, il le fera de manière très balisée, par un débat qui évolue à la Commission, par le fait que les Verts allemands sont en capilotade, politiquement parlant, et puis il fera finalement ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, on notera au passage, et pour moi, c'est pas une simple coïncidence, c'est que dans son rapport, son fameux rapport sur la compétitivité de l'Union européenne, Mario Draghi propose quand même une profonde réforme du marché de l'électricité européen, et spécialement des techniques de fixation des prix sur ce marché de l'électricité. Il propose de ne plus intégrer les énergies renouvelables dans les mécaniques de fixation des prix, ce qui est, me semble-t-il, une évolution importante pour modifier, en tout cas pour diminuer le prix de l'électricité, le prix de l'énergie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que se prépare au fond au sein de l'Union européenne un changement de pied sur le nucléaire et probablement l'intégration du nucléaire dans notre mix énergétique, alors que le nucléaire avait mauvaise réputation et que l'Allemagne s'est suicidée. Angela Merkel a suicidé l'Allemagne en annonçant la sortie du nucléaire, ce qui a beaucoup nui à la compétitivité de l'industrie allemande, handicapée par le prix de l'électricité. C'est pour ça que l'Union européenne a réformé le marché de l'électricité, c'est pour empêcher la France d'attirer des usines allemandes sur son sol parce que l'électricité était moins chère en France. Donc on peut imaginer que l'Union européenne, petit à petit, modifie sa position sur l'énergie nucléaire et qu'elle l'intègre comme un mode de production énergétique normal. Alors là, je pense une des rares choses qui restera à l'actif de Bruno Le Maire, on va quand même faire un petit requiem. Donc une des rares choses qui restera à son actif, c'est effectivement la négociation qu'il a menée pour forcer la Commission à garder le nucléaire dans le paquet des énergies de transition. Mais c'était, là encore, c'était pas très audacieux. Enfin, c'était du Le Maire, c'était du bon Le Maire, mais c'était du Le Maire. Donc, on peut imaginer que le débat européen évoluant, pour les raisons qu'on vient de dire, le gouvernement allemand est très mal en point, plus de nucléaire civil, plus de gaz russe bon marché, donc on voit le handicap que ça représente pour les entreprises allemandes. Ça va effectivement fragiliser la position jusqu'au boutiste d'Ursula von der Leyen. Et ça va obliger Ursula von der Leyen à mettre un peu d'eau dans son vin. On peut imaginer effectivement un Antoine Armand et un Michel Barnier
profitant de la dynamique du rapport Draghi pour faire avancer des intérêts français au sein de l'épure européenne. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est que il va y avoir un débat entre finalement au sein du gouvernement des purs et durs néoconservateurs type Benjamin Haddad, d'une part, et puis d'autre part, on va dire des réformistes ou pragmatiques qui seraient plutôt de la tendance Draghi. C'est ça en fait. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui va encadrer les actions du gouvernement Barnier si tant est qu'il passe le cap du 1er octobre? Ce qui est un sujet sur lequel je voudrais qu'on dise quelques mots, parce que, non pas pour reprendre le jeu que tu dénonçais tout à l'heure, que tu pointais le jeu des menaces en permanence qui vont nuire à la stabilité gouvernementale, mais pour précisément s'interroger sur mon cheval de bataille, mon dada, qui est l'influence américaine sur les forces politiques en France, et notamment sur les forces d'opposition. Parce qu'aujourd'hui, il est assez tentant, au fond, on pourrait imaginer un scénario où le Rassemblement national dirait on ne peut pas accepter le verrouillage de la politique étrangère française par les services américains, parce que c'est en réalité ça qui est en train de se passer de façon à peu près transparente. C'est-à-dire à une époque, quand Nicolas Sarkozy a nommé Herrera à des postes clés au Quai d'Orsay en 2007, on a fait en sorte de garder une forme de diplomatie française indépendante. Là, on ne s'embarrasse même plus des apparences. On va pratiquement prendre des agents de la CIA comme ministres sur les postes sensibles. On pourrait imaginer que le Rassemblement national dise « Nous, on est pour l'indépendance française, la souveraineté française. On ne peut pas accepter que la France soit livrée, pieds et poings liés, à des puissances étrangères. » Donc, est-ce que tu as le sentiment que le Rassemblement national pourrait prendre une position sur ce sujet? On a beaucoup entendu le Rassemblement national faire la liste des gens dont il ne voulait pas au gouvernement. Xavier Bertrand, qui est évidemment le rival du RN dans les Hauts-de-France, un certain nombre d'autres, Dupond-Moretti, etc., Darmanin. Donc on a entendu beaucoup le Rassemblement national, au fond, faire des vannes d'État contre des personnes, mais moi, j'ai pas entendu à ce stade que le Rassemblement national se préoccupait d'avoir un gouvernement indépendant des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une ambiguïté avec une espèce de répartition des rôles. En gros, Marine Le Pen dit c'est un débat pour la présidentielle, puisque c'est le président de la République qui qui est déterminant pour la politique étrangère. Donc, elle dit à ceux qui lui demandent, elle dit j'en parlerai lors de la campagne présidentielle. Et elle laisse faire Bardella, qui lui s'est énormément aligné, qui nous a fait du Macron autrement sur l'Ukraine, et qui au fond pensait, à tort à mon avis, mais lui il pensait que c'était à raison, que s'il voulait devenir Premier ministre, rappelons-nous quand même, faut quand même se rappeler que à la mi-juin, même nos médias se disaient Bardella sera peut-être Premier ministre. Donc ça nous paraît très loin aujourd'hui. Mais il faut se rappeler qu'on a été dans cette situation-là. Et dans ce cadre-là, il se disait qu'il fallait au contraire qu'il soit aligné, qu'il ne fasse pas de vagues. Bon. Je pense que ça va tout à fait dans le sens que tu dis, c'est-à-dire que je ne vois pas le Rassemblement national s'opposer ou faire tomber le gouvernement Barnier sur ces sujets-là. En fait, on a compris, d'après ce qu'a dit Marine Le Pen récemment, qu'elle ne souhaitait pas que le gouvernement Barnier dure trop longtemps, mais en même temps, elle va bien le laisser passer, vraisemblablement. Alors ensuite, il peut y avoir beaucoup d'imprévus dans un débat parlementaire. Les assemblées parlementaires, bien difficiles, qui sait comment on les maîtrise, et il peut y avoir des emballements quelquefois. Mais imaginons un scénario le 1er octobre où se pose la question d'empêcher le gouvernement Barnier d'exister. Et ce que tu es en train de dire, ce que j'approuve tout à fait, c'est au fond, il faudrait un motif au Rassemblement national pour le faire tomber.
ou pour ne pas l'investir, même passivement, même en restant neutre. Et dans ce cas-là, effectivement, la politique étrangère serait un bon motif, mais ça va pas venir. Non, c'est pas ça qui se passera. Concrètement, est-ce que tu penses que nous assistons à un renforcement de la mainmise des États-Unis sur la France à un moment où il faut, on voit bien qu'il y a des sujets avec la Russie, où Zelensky demande toujours plus d'incursions, on va dire ça comme ça, de l'OTAN sur le territoire russe, et où la France, au fond, est sur une ligne. Tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel Macron a pris une position sur la Russie qui peut être vécue comme un signe de désescalade. Est-ce que les États-Unis se méfient de la France et est-ce qu'ils ont besoin de tout verrouiller pour être sûr que la France reste, comme ils disent, un allié fidèle et engagé dans l'OTAN? Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est que il y a un fort débat, on l'a dit plusieurs fois, aux États-Unis, et que tout n'est pas tranché. Nous ne savons pas qui sera élu, Trump ou Kamala Harris. Et selon que l'un ou l'autre est élu, il y aura des nuances qui ne sont peut-être pas anodines. Trump voudra faire la paix en Ukraine et soutenir plus Israël. Kamala Harris restera prise entre différentes exigences contradictoires. Donc, c'est pas très clair de où on va. Malgré tout, je pense que on assistera naturellement à une évolution, une espèce de désescalade sur le conflit ukrainien. C'est plutôt mon diagnostic, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que l'Allemagne souhaite la désescalade. Et d'ailleurs, je ne pense pas faire insulte à Emmanuel Macron en remarquant que ses propos de désescalade viennent après ceux du chancelier Scholz. C'est un fait. Bon. En revanche, je pense que ce qui va totalement verrouiller notre politique étrangère, c'est ce qui se passe au Proche-Orient. Et en particulier avec l'escalade que souhaite Netanyahou, le fait que le Hezbollah, s'il ne veut pas perdre la face, doit intensifier ses frappes et donc doit accepter une logique de guerre. Là, il me semble que c'est l'élément sur lequel la politique française aura le moins de liberté, quand bien même elle a un passé prestigieux et indépendant dans la région. C'est là aussi le paradoxe, c'est un peu le paradoxe de Barnier, c'est-à-dire que pour les vieux cons comme nous, spécialement moi, on se souvient que très longtemps, la France et la Russie ont été considérées comme les puissances protectrices du Liban et de la présence chrétienne au Liban, alors au Liban et en Palestine, la Russie au titre de son rôle d'héritière du patriarcat de Constantinople émigré après la chute de Constantinople en 1453, et la France au titre de son rôle de puissance tutélaire avec un président de la République qui est chanoine du Latran. Alors très souvent ça fait ricaner, on se dit à quoi ça sert, mais on a fait ça aussi à l'époque parce que la France était la grande puissance protectrice des catholiques dans le monde, et c'est à ce titre que la France est régulièrement intervenue au Liban, et à ce titre que régulièrement nous avons mené des expéditions pour protéger les intérêts chrétiens au Liban en même temps que la Russie. Or on voit qu'aujourd'hui la Russie est restée très héritière de sa représentation selon laquelle elle est au fond la descendante, la successeuse de Constantinople et qu'elle est le siège de l'Empire romain d'Orient, puisque c'est quand même ça la base logique de la pensée russe. Et nous avons abandonné ce rôle au profit des États-Unis. Et ça pose quand même une question sur la capacité de la France à vivre son roman national et à le perpétuer. Bien sûr. Ah ben, la dernière fois que j'étais au Liban, c'était en 2019, j'étais fasciné par la taille du chantier de la nouvelle ambassade des États-Unis. C'est monstrueux en fait. C'est sur des hectares et des hectares et c'est en plein Beyrouth. Et là, on se dit, enfin, c'est pas possible. Et c'est pas possible que la France
ait laissé faire ça, alors qu'elle était la protectrice du Liban. Mais il faudrait remonter aux années 70. On a laissé faire, on a abandonné finalement le Liban à sa guerre civile. Et puis après ça, on s'est aligné sur les États-Unis. Alors il y a eu des sursauts quelquefois, un peu avec Chirac, mais enfin c'était quand même timide. Et puis on a eu les rodomontades de Macron, mais ça ne va pas très loin. Et là encore, il y aura certainement une distance entre la représentation que Barnier a de lui-même comme héritier du général de Gaulle et la réalité de la politique étrangère qu'il essaiera d'influencer. Oui, mais c'est quand même troublant, Édouard, cette dissociation psychique, j'allais pratiquement dire, entre un Barnier, la dissociation psychique de Barnier, qui d'un côté, effectivement, prend des poses gaulliennes, on va dire ça comme ça, et qui, sur le fond, est probablement un agent exécutant des États-Unis, de façon très fidèle et très loyale. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais de fait, il est pris dans un certain nombre de contraintes qui vont le mener à une politique qui est le contraire de l'héritage gaulliste. Peut-être que je dis la même chose que toi, mais je prends un peu plus de gants. Mais non, je suis d'accord, mais c'est le sujet du livre que je suis en train de finir. On n'a pas, j'ai un chapitre sur De Gaulle et où je montre qu'en fait on n'a pas compris De Gaulle parce qu'on n'a pas vu que dans la deuxième partie de sa présidence, la lutte avec les États-Unis devenait le point central, la priorité, et que aucun des héritiers n'a eu le courage de reprendre ce flambeau. Déjà, Pompidou a lâché sur la question de l'étalon or ou de l'étalon dollar. Et après, ça n'a fait que se défaire. Donc, je suis fait d'accord. On est 60 ans après les grandes conférences de presse où le général de Gaulle annonçait ce que serait l'hégémonie américaine si on la laissait faire. Et effectivement, on a un gouvernement français qui est plein d'atlantistes. Je ne voudrais pas qu'on finisse ce chaos global sans dire quelques mots de l'immigration, puisque là aussi, Michel Barnier est en train de bomber le torse sur la question de l'immigration. Comment tu sens sa capacité à dire, au fond, puisque on comprend ce qu'il a dit, mais c'est dire l'immigration est un sujet qui fait monter l'AfD en Allemagne, qui fait monter l'URN en France, qui a produit le Brexit en Grande-Bretagne. C'est un sujet qui est très trumpien, parce que Trump explique que les Haïtiens mangent les chiens et les chats. Comment tu expliques? Est-ce que ça aussi, c'est la marque d'un rapprochement avec les États-Unis, ou est-ce que tu penses que c'est une politique autonome et est-ce que tu penses qu'il peut réussir sur ce sujet? Alors, je crois que tout s'enracine chez lui dans le constat que l'immigration a déclenché le Brexit. En fait, il faudrait nuancer, mais c'est vrai que l'immigration était toujours le premier thème donné par les gens qui voulaient voter pour le Brexit. Une immigration non contrôlée. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, il faut savoir aussi que Michel Barnier, quand il a préparé sa campagne électorale pour éventuellement être candidat à la présidence de la République, il est allé voir les équipes de Trump. Et c'était entre autres pour évoquer ce sujet. Donc, le lien avec les États-Unis, là j'apporte de l'eau à ton moulin. Ensuite, si on va sur le fond, je pense que nous avons la même analyse, c'est que bien sûr une politique de limitation de l'immigration, de contrôle aux frontières, on va être pour, mais faire de la lutte contre l'immigration le centre d'une politique, c'est totalement illusoire pour beaucoup de raisons. D'abord pour des raisons économiques, on en parle souvent, et puis aussi parce que ça aligne sur les États-Unis, et puis parce que troisième raison, c'est le fait que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a un certain nombre de gens qui sont là
et qui sont des Français d'ascendance étrangère récente, venus d'un certain nombre de pays d'Afrique, mais pas seulement, et qu'il n'y a pas d'autre chemin pour la France que de les assimiler, d'en faire des Français, et peut-être même de s'appuyer sur eux pour renouveler l'énergie française, puisque souvent ce sont des jeunes plus travailleurs, ce sont des jeunes qui cherchent un idéal auquel se dévouer, qui n'ont pas le cynisme que peuvent avoir des vieux Français de souche, plus ou moins jeunes. Et donc, oui, je vais me faire des amis en disant ça. Et donc, je pense qu'on peut avoir un scénario dans lequel Barnier finalement fera du Macron ou du Darmanin, mais même un peu plus, avec un Rassemblement national qui sera un peu médusé parce qu'il ne pourra pas dire qu'il n'aurait pas fait ça. Mais pour autant, ça va être très très loin de résoudre les problèmes français. Oui, puisqu'aujourd'hui, on a comme un problème, c'est comment on fait pour bloquer les frontières. Et là aussi, on voit que le Brexit, au fond, n'a pas résolu grand-chose, puisque la Grande-Bretagne est un peu prise au dépourvu par les arrivées sur son sol. Alors, je crois, si tu veux, dans le cas je parlais de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Dans le cas de la Grande-Bretagne, je pense que la majorité des élites britanniques, qui au fond ne voulaient pas du Brexit, a joué un jeu très pervers pour, d'une certaine manière, c'est un peu la vengeance vis-à-vis du peuple britannique. Ils n'ont rien fait pour véritablement contrôler l'immigration. Et ça, je crois qu'il faut se rendre compte que cette guerre des castes, cette guerre des classes dont nous parlons, en Grande-Bretagne, en ce moment, elle est gigantesque, et que le peuple britannique a été floué de son Brexit. La réalité, c'est ça. Alors, si on voit l'Allemagne, je pense qu'en fait, ce que fait l'Allemagne actuellement va donner du courage à tous les autres, y compris la France, c'est-à-dire que on va revenir, sans le dire, à des contrôles aux frontières. En ce moment, je suis à Aix-la-Chapelle. Hier, j'étais sur l'autoroute. Il y a des escadrons de police, c'est 8 ou 10 véhicules qui sont pas loin de la frontière avec la Belgique et qui régulièrement instaurent des filtrages. Bon. Et alors, mais ils ont peur d'arrivée massive de Belges. Je ne sais pas, tu pourrais faire un article là-dessus. Toujours est-il que donc Scholz met ça en place. Et donc je pense que ça va donner du courage. On va avoir un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ça lui ira bien, qui dira qu'il est tout fier d'annoncer que désormais il y a des filtrages aux frontières en France avec des escadrons de police, etc. Bon, on fera comme l'Allemagne. C'est comme ça que ça va se passer en fait. Bon, écoute, on verra. On a fait à peu près le tour de cette question, mais on la suivra dans le temps, puisque effectivement, moi, je suis inquiet de ce surcroît de vassalisation par les États-Unis, et je pense qu'il intervient à un moment où il y a des tensions internationales où la France pourrait être en porte-à-faux, et donc il n'est pas inutile pour les États-Unis de s'assurer de la parfaite obéissance d'une puissance nucléaire qui lui échappe encore un peu parfois. Je voulais qu'on annonce quand même qu'en fin de semaine, nous allons reprendre notre cycle Ourbi et Torbi, et que on va parler des choses qui fâchent. En fait, je trouve bien qu'on parle des choses qui fâchent. Et je voulais qu'on fasse un numéro consacré à Satan, qui est un sujet qui mystérieusement obsède beaucoup de gens, et nous vivons cette période particulière où nous sommes dans une société qui n'a jamais été autant déchristianisée, mais où le thème de Satan est en fait dans beaucoup d'esprits. Satan est redevenu un personnage public, un personnage politique, et je voulais qu'on l'évoque. C'est un indice de forte américanisation de la société, effectivement. On pourra en parler. Oui. Voilà, donc on aura vraiment fait un numéro États-Unis. Donc, vendredi, retrouvez-nous dans Ourbi et Torbi, vendredi soir. On publiera un Ourbi et Torbi consacré à Satan et au satanisme. Et puis, on se dit de toute façon à la semaine prochaine en présentiel. Édouard, quand tu seras revenu des steppes
germanique, teutonne. Oh, je suis quand même en deçà du Limès, hein. Je veux dire, c'est Aix-la-Chapelle, Cologne, c'est l'Allemagne qui a été romaine à une époque. Alors, donc, j'en profite pour faire le cuistre, puisque Aix-la-Chapelle, en fait, Aachen est la prononciation allemande de Aqua. Oui. Donc, Aix-la-Chapelle est en effet une ville française, en réalité. C'est une ville d'eau, c'est une ville où les gens vont faire des cures. Et je redis, et quand même, d'abord, Aix-la-Chapelle est jouxte la Hollande. Il y a une rue Aix-la-Chapelle qui se termine en Hollande. Et Aix-la-Chapelle est au pied du point culminant des Pays-Bas. Est-ce que tu y es allé déjà? Oui, bien sûr. Si, bien sûr. Aux trois bornes. Oui, bien sûr, les trois frontières, oui, bien sûr. Les trois frontières, un endroit tout à fait mystérieux. Bon, à très vite, Édouard, et bonne journée. Merci Eric, à la semaine prochaine.